C'est l'heure du journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le président de la République, Andrazouel, est actuellement en visite dans la région d'Ambatsou. Aujourd'hui, il a inauguré la centrale d'alimentation en électricité pour les habitants de Mananara Nord, un stade aux normes internationales à Anzaan, et a distribué des aides sociales à la population vulnérable de Marouantséch et de Mananara Nord. Le chef de l'État a également officialisé l'existence de la région d'Ambatsou 2 ans après sa création en tant que 24e région de Madagascar et a annoncé la nomination imminente d'un gouverneur. Natera Koutoumaf, Intrazanjabé. Selon les témoignages des habitants, l'approvisionnement en électricité a longtemps été un problème majeur à Mananara Nord. Mais depuis le mois de juillet, la situation a radicalement changé grâce à l'installation d'une centrale hybride combinant énergie solaire et carburant qui couvre désormais les besoins en électricité de la région. Techniquement, cette centrale solaire peut produire jusqu'à 1,5 MW alors que les besoins du district s'élèvent seulement à 900 kW. Cela permet donc de répondre entièrement à la demande énergétique locale selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste. Le gouvernement, conduit par le président Andrazouel, apporte des solutions concrètes à la population, comme en témoigne l'installation de cette centrale électrique. Financée par Finexpo, ce projet a concerné 5 districts, dont Mananara Nord. Les travaux continuent à Mananara Nord. Outre la centrale située dans le quartier de Maambouln, d'autres infrastructures sont encore prévues. Le président a annoncé la poursuite des travaux de construction de l'hôpital, déjà achevé à 80%, ainsi que l'avancement du stade Manara Pench. À la demande du maire, une route de 5 km en centre-ville sera goudronnée et une unité de secours sera mise en place. Les habitants ont également été encouragés par l'annonce prochaine de la nomination d'un gouverneur pour la région, une femme cette fois-ci, toujours en réponse aux sollicitations du maire et des députés présents. Le président a également affirmé que la route reliant Ivaïbé et Mananara Nord sera construite et que les travaux sont en cours depuis Feneri-West vers Soneranivung jusqu'à Ivaïbé. Lors de cette première journée de visite dans la région d'Ambatsou, le président a aussi distribué des aides sociales à la population vulnérable des districts de Mananara Nord et de Marouantséch, 25 kilos de riz, du sucre et d'autres produits de première nécessité. Il a en outre offert une aide financière de 3 millions d'ariars à 3 associations de femmes de Mananara Nord. À cette étape, le président s'est rendu dans la commune d'Anzaan, district de Marouantséch, où il a inauguré un stade aux normes internationales, rencontré la population et annoncé que plusieurs projets agricoles seront réalisés dans cette commune rurale qui dispose d'une surface cultivable de 40 000 hectares. Et l'État a fait preuve de transparence totale concernant l'affaire Ambouimalaz. Le président Andrazouel a apporté la vérité et des explications complètes sur cette tragédie. L'empoisonnement ayant causé la mort de 32 personnes provient de 2 plantes toxiques, la belladone et la datura. L'un des suspects a déjà reconnu sa culpabilité. Judikael Hanjenirin nous fait le résumé. C'est dans une émission spéciale que les détails de l'affaire d'Ambouimalaz ont été exposés. La transparence est la ligne directrice de cette affaire, comme l'a affirmé le président de la République dès le début. Le drame trouve son origine dans un conflit familial latent qui a abouti à un acte de vengeance, entraînant la mort de plusieurs jeunes. Selon le rapport du ministre délégué chargé de la gendarmerie, l'auteur présumé est un membre de la famille qui a avoué son crime. Le bilan s'élève à 32 morts. Sur les 60 personnes hospitalisées à la suite de l'empoisonnement, 23 sont désormais guéris. Leur sauvetage a été rendu possible grâce à l'identification rapide des substances toxiques, permettant l'administration de traitements adaptés et aux efforts du ministère de la Santé publique qui a débloqué 110 millions d'ariars pour assurer gratuitement les soins de tous les patients touchés.
Dans un esprit de transparence, le président Anjrasouel a précisé que les substances utilisées provenaient de 2 plantes bien connues à Madagascar, le datura et la belladone. Des composants toxiques issus de ces plantes ont été retrouvés lors de la perquisition au domicile du suspect, où les mélanges empoisonnés avaient été préparés. Aujourd'hui, les faits sont clairs et connus de tous. Les circonstances, les substances utilisées, les traitements administrés, ainsi que les étapes suivies pour secourir les victimes. Mais l'affaire d'Ambou Malaz ne s'arrête pas là. L'enquête se poursuit et le procès se tiendra publiquement, de manière transparente, comme l'a promis le président Anjrasouel. Il a assuré que l'instruction et le jugement seront menés sans précipitation, avec rigueur, afin de faire éclater la vérité et de rendre une justice équitable. Et puis, le président Anjrasouel n'a pas manqué de relever la manière dont une journaliste de la chaîne France 24 et TV5 Monde a traité cette affaire d'Ambou Malaz. Un traitement loin de l'objectivité dont devrait faire montre une professionnelle, qui plus est une journaliste primée par une instance reconnue mondialement. Sans doute, l'objectivité n'est plus de mise quand le but est de discréditer à tout prix. Voici un coup de gueule en guise d'éditorial de la rédaction. Sans la citer nommément, le président Anjrasouel a dénoncé le comportement de la journaliste de France 24, Gaëlle Borgia. Cette dernière, qui avait désavoué les informations officielles sur les raisons de l'hécatombe à la suite de la célébration d'un anniversaire à Ambou Malaz. En effet, cette journaliste, mue par une haine inexpliquée envers le pouvoir en place actuel, a toujours voulu le discréditer à l'international par le biais de ses articles sur la chaîne France 24. L'on se rappelle l'épisode des prétendues victimes du Kéré, qui, selon cette journaliste, poussées aux dernières extrémités, étaient allées jusqu'à faire bouillir le cuir de leurs sandales pour ensuite les manger. Une information avec des témoins patentés, dont l'objectif était de montrer à la face du monde entier une prétendue mauvaise gestion du président Anjrasouel, qui conduit ses administrés vers une incommensurable misère. Cette fois-ci, toujours motivée par une haine qui lui fait perdre toute retenue, elle se veut plus calée en médecine que les médecins malagasy. Ainsi, lorsque le corps médical malagasy, à travers le directeur général de fourniture des soins au sein du ministère de la Santé publique, avait annoncé la confirmation de la piste de l'empoisonnement par l'Institut de médecine légale de Strasbourg, elle n'a voulu rien savoir et a voulu, coûte que les décès des nombreuses victimes d'Ambou Malaz aient été occasionnés par le botulisme. Son prix Pulitzer a sans doute fait d'elle une spécialiste médicale, autrement plus savante que les médecins malagasy. Une connaissance en toxicologie qui pourrait s'expliquer si elle était une descendante des Borgia de la Renaissance, dont la plupart avaient fait du poison leur arme de prédilection pour se débarrasser de leur adversaire, ce qui n'est sans doute pas le cas, quoique. Pour en revenir à cette triste affaire d'Ambou Malaz, l'objectif de cette journaliste est sans conteste de faire croire que ceux qui sont au pouvoir à Madagascar sont des incapables, des nuls et, en la matière, des nullités qui ne savent même pas détecter un cas de botulisme, quand bien même tous les signes et symptômes sautent aux yeux. Forte de son fait et se sentant plus calée que jamais en toxicologie, elle en est même arrivée à mettre en doute l'expertise de l'IMLS qui, selon elle, n'est également pas capable de détecter le botulisme. Et tous les détracteurs de ce régime d'abonder dans son sens, traitant les médecins malagasy de tous les noms et accusant les autorités de vouloir taire la vérité, c'est-à-dire une intoxication alimentaire due au botulisme. Mais dans toutes ces gesticulations, il y a un simple et petit détail que l'on ne peut ignorer. Un simple et petit détail qui détruit toute leur expertise en journalisme politico-toxicologique. Ce détail, c'est les aveux de l'auteur de l'empoisonnement. À moins que, pour Gaëlle Borgia et ses adulateurs, l'auteur de l'empoisonnement ait mis du botulisme en poudre de sa création dans les aliments incriminés.
Dans un tout autre sujet, les certificats de navigabilité CDN et les certificats d'immatriculation provisoire CIP délivrés par l'aviation civile de Madagascar à la société UDAN Aviation le 17 janvier dernier ne sont plus valides. C'est ce que l'ACM a annoncé dans un communiqué officiel. Les 5 avions concernés ne sont par ailleurs jamais arrivés à Madagascar. Ils se trouvent actuellement en Chine. Les détails. Le 17 janvier 2025, la société UDAN Aviation avait sollicité auprès de l'ACM 2 autorisations, un certificat de navigabilité provisoire ou CDN et un certificat d'immatriculation provisoire ou CIP pour pouvoir faire venir 5 avions de type Boeing 777 dans le cadre d'un projet de grande envergure à Madagascar selon eux. Mais selon la demande formulée à l'époque, ces appareils devaient transiter d'abord par le Kenya pour y subir des opérations de maintenance. L'ACM avait alors délivré des autorisations provisoires valables 3 mois, soit jusqu'au 17 avril 2025. Cependant, d'après le communiqué, ces documents ont été utilisés au-delà de leur durée de validité, sans renouvellement officiel, alors même que les avions ne sont toujours pas arrivés à Madagascar et sont actuellement localisés à Lanzhou, en Chine. Pour les autorités, l'usage de documents expirés est considéré comme une tentative de faux et usage de faux, un acte lourd de conséquences sur le plan juridique. L'affaire est désormais entre les mains des autorités compétentes. De son côté, l'ACM rappelle avec insistance à tous les opérateurs du secteur aérien l'importance absolue du respect des procédures liées à l'immatriculation et à la navigabilité, car dans les airs comme sur terre, la sécurité ne peut faire l'objet d'aucun compromis. Il s'agit d'un dossier à suivre de près. Et en tourisme, faire connaître au monde entier les merveilles de notre île, c'est le but de la création du guide Plus 261 Expériences Madagascar. Un guide destiné à présenter les expériences uniques et attractives du pays pour les touristes. Fajasena Mireille, Yves Janel. Le guide Plus 261 Expériences Madagascar mettra en avant diverses expériences comme la découverte de la faune et de la flore, la dégustation de plats traditionnels, les randonnées pédestres ou encore de nombreuses activités de loisirs. Il s'agit d'une stratégie pour dynamiser le secteur touristique malagasy. Ce guide permet aux visiteurs de connaître à l'avance ce qui les attend à Madagascar. Les propositions des acteurs du tourisme sont attendues jusqu'au 17 août et cela gratuitement. Ce guide sera publié chaque année sous format papier et numérique et sera disponible aussi bien sur le territoire qu'à l'étranger. Il sera officiellement présenté en France, à Colmar, lors du Salon Solidarissimo du 7 au 9 novembre 2025. En éducation, les manuels scolaires Rouivoul, conçus pour valoriser l'enseignement du malagasy à l'école, sont en parfaite adéquation avec l'approche pédagogique en vigueur à Madagascar. Mis à jour et améliorés, ces ouvrages comportent également un guide pratique à l'intention des enseignants. Les personnages principaux, Moura et Mir, restent les mêmes. Fajasena Mireille, Yves Janel. La collection Rouivoul comprend des manuels allant du livre Garaboul pour la première année jusqu'au livre Aïvoul pour la 5e année du primaire. Ces livres servent à l'enseignement de la langue malagasy dans les établissements scolaires. Le parcours pédagogique commence par l'apprentissage des lettres, suivi de l'écriture en majuscules, en minuscules, puis de l'écriture cursive en lien direct avec les mots lus. Les leçons sont ancrées dans le quotidien, elles partent du cadre familial et communautaire avant de s'ouvrir sur la nation et le monde, explique Rakutvululna Ilkant des CRP auprès du MEN. La première édition de ces livres remonte à 1992, une deuxième impression a été réalisée en 2015 et la troisième vient tout juste de sortir cette année. Ces ouvrages sont disponibles auprès du CNAPMAD Nkourndjan où se tient également une foire éducative tout au long du mois d'août avec des remises sur les livres et les fournitures scolaires.
Et côté sport, nouvelle victoire pour l'équipe malagasy lors de la 3e étape du Master de pétanque 2025, une compétition internationale de pétanque actuellement en cours en France. L'étape qui s'est déroulée hier dans la ville de Cluj a été largement dominée par la sélection malagasy, quasiment intouchable depuis les quarts de finale. Nzara Donarville. La composition de l'équipe nationale a connu un léger changement pour cette 3e étape disputée hier à Cluj. Ce sont Balot, Tinakel et Yves qui sont montés sur le terrain, tandis que Ziegl a été mis au repos. Un choix stratégique payant, puisque la sélection s'est à nouveau hissée à la première place lors de cette 3e étape. En quart de finale, Madagascar s'est imposé de manière éclatante par 13-0 face à l'équipe de la Riviera. En demi-finale, nos représentants ont affronté l'équipe de Montoro, une victoire nette de 13-5 pour décrocher leur billet pour la finale. Une finale 100% francophone contre l'équipe d'Angiatseen où évolue le franco-malagas Rakl, ancien membre de l'équipe nationale malagasy lors du dernier championnat du monde aux côtés de Mani et du Mans. L'équipe d'Angiatseen s'était auparavant imposée contre celle de Dylan Rocher en demi-finale sur le score de 13-11. Mais en finale, face aux Malagasy, les adversaires n'ont pas tenu. Victoire sans appel par 13-2 pour Madagascar. Yves, Balot et Tinakel décrochent donc la médaille d'or et permettent à Madagascar de reprendre la tête du classement général avec 20 points, suivi de Riviera 17 points, Wildcard 14 points et Angiatseen 12 points avec Rakl. Les équipes de Bennett, Italie et Rocher ferment la marche. À noter qu'il reste encore 7 étapes avant la grande finale, le Final Four, auquel seules les 4 premières équipes du classement général accéderont. À ce jour, Madagascar a remporté 2 étapes, la première et cette 3e étape disputée hier, ce qui lui permet de trôner en tête du classement général. Prochain rendez-vous, la 4e étape prévue le 5 août prochain. Et puis voici un aperçu des événements culturels de ce week-end pour ceux qui veulent sortir. Pour les candidats au baccalauréat en quête de détente et les fans de Lubeluriki, rendez-vous ce soir à 18h à Ansanmanch. Au Daus Pub, la star du salé Grokia se produira à partir de 21h. Un afterwork rock-folk est également prévu au Bypass avec Maher du groupe Zouar, Poun et Nini Kik. Pour le samedi 26 juillet, un spectacle artistique intitulé Atompukia Now sera présenté par Zara Eng à l'IFM dès 14h30. À 20h30, le chanteur Samuel donnera un showcase au Mackay Lounge à Nalamainsi. Les amateurs de rock metal auront rendez-vous à Numbansu Bypass pour un cabaret rock avec Kik et Green à partir de 21h. Et au Piment Café, le duo Mickey et Nattex assurera l'ambiance dès 20h. Le dimanche s'annonce tout aussi animé. Le spectacle Rêve Moud Massoin jouera lieu au CCI Vat avec Maleu, Samuel, Lolo Santaren à partir de 14h30. À Le Paddock à la Sour, Kik donnera un concert dès 15h. Enfin, le Palais des Sports de Mamas accueillera le grand show Génération 2000 à 14h30, réunissant des artistes phares des années 2000 comme Imagine, Eric Tahin, Tarkazai, Timbogeg, Mirad, Joika et Spidey. Dans les actualités internationales, un quart des enfants âgés de 6 mois à 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes examinés la semaine dernière dans les installations des Médecins sans frontières à Gaza souffrent de malnutrition, a dénoncé l'ONG vendredi. France 24. Ces personnes attendent de donner leur sang pour aider d'autres Palestiniens comme eux qui vivent sous les bombes israéliennes à Gaza. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour leur venir en aide. Parmi les nombreux donneurs, Faisal, un professeur originaire de Ramallah. En tant qu'être humain, je suis solidaire de nos populations affamées et j'appelle toutes les personnes de conscience à agir pour mettre fin à cette famine et à ce génocide. Certains ont même entamé une grève de la faim.
Nous n'avons pas d'autre choix que d'utiliser notre corps pour exprimer notre rejet de cette occupation et des massacres par famine dans la bande de Gaza, même si nous perdons la vie. Il est temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités et agisse. Dans cet hôpital à Gaza, la pénurie alimentaire est aggravée par le manque de fournitures médicales. Les conséquences sont désastreuses pour cet enfant atteinte d'une maladie rare et souffrant de malnutrition sévère. Elle pesait environ 15 kilos lorsque la guerre a commencé et seulement 6,5 kilos il y a une semaine. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Ils ont cherché une perfusion, mais il n'y en avait pas. L'ONU estime que jusqu'à 100 000 femmes et enfants souffrent de malnutrition sévère dans l'enclave. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, signale de plus en plus de cas de décès liés à la famine. Le gouvernement israélien a déclaré jeudi que des convois d'aide humanitaire étaient entrés dans la bande de Gaza, mais que les agences humanitaires n'avaient pas pu les récupérer pour les distribuer. Les ONG de leur côté dénoncent le manque d'accès et de sécurité en raison des opérations israéliennes en cours pour délivrer cette aide à travers le territoire. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dans des déclarations diffusées ce jour avoir entendu des manifestants s'opposant à la loi révoquant l'indépendance d'instances de lutte contre la corruption et y avoir répondu à une nouvelle loi. France 24. Eh bien, effectivement, 2 jours après l'outrage provoqué par cette loi, eh bien, le président a fait marche arrière en annonçant qu'il y aurait une nouvelle loi et qui allait rétablir l'indépendance de 2 institutions clés de lutte contre la corruption. Et le Centre de lutte contre la corruption, une autre institution, a soutenu cette initiative présidentielle. Donc, du côté des organisations non gouvernementales, il y a un soulagement de cette annonce. Du côté de la population, en revanche, j'étais hier soir à une nouvelle manifestation, donc tout près du palais présidentiel, du bureau présidentiel, et il y avait encore des centaines de personnes, une société civique très active ici qui s'inquiète justement du sort de ces institutions, qui vient là pour manifester son mécontentement par rapport au vote de cette loi qui est arrivée très rapidement, brusquement, avec cette majorité de parlementaires qui, de fait, souhaite donner plus de pouvoir au procureur général au-dessus des institutions de lutte contre la corruption. Ça n'est pas passé du tout, et pas seulement dans la capitale, également dans d'autres villes d'Ukraine. D'autres manifestations sont prévues aujourd'hui, ici à Kiev, mais aussi ailleurs dans le pays, puisque la population elle continue d'être très vigilante à ce sujet, avec une inquiétude majeure également, eh bien, que ce mouvement civique soit instrumentalisé, notamment par la propagande russe, pour dire que le peuple souhaite le départ, par exemple, de Volodymyr Zelensky ou un cessez-le-feu. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce sont vraiment des manifestations pour prouver que la société civique ukrainienne, elle est là, elle est bien là et elle est vocale. Absolument, c'est vraiment la marque d'une démocratie qui vit pleinement, où on voit la population manifester son mécontentement. On ne l'avait pas vu vraiment au cours des 3 années et demie qui viennent de passer. Pourquoi? Eh bien parce que nous vivons sous état d'urgence, sous la loi martiale, en raison de l'agression russe contre l'Ukraine. Il faut garder à l'esprit que chaque rassemblement, les rassemblements sont en théorie interdits en grand nombre, chaque rassemblement présente également le danger d'être une cible pour les drones, pour les missiles russes. Donc on voit que les Ukrainiens prennent ce danger en compte, mais tiennent quand même à manifester leur mécontentement. Et en cela, c'est plutôt une bonne nouvelle en Ukraine, puisque la vie démocratique continue de suivre son cours, même pendant la guerre. Et pour terminer, la France va reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'ONU, a annoncé hier le président Emmanuel Macron, espérant créer une dynamique collective en ce sens. Une décision aussitôt décriée par l'Israël comme une récompense de la terreur et fermement rejetée par les États-Unis. France 24. Il a fixé le lieu et la date. Après avoir annoncé il y a plusieurs mois sa volonté de reconnaître l'État palestinien, le président français continue le teasing de l'opération sur X. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. Partisan de la solution à 2 États, Emmanuel Macron a défendu à de nombreuses reprises le bien fondé de sa démarche
pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Et je crois à l'avenir de la solution à deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois à la nécessité d'unir nos voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Le Royaume-Uni n'a pour le moment pas donné suite à l'invitation du chef d'État français. Il faut dire qu'Israël et les États-Unis sont fermement contre. Benjamin Netanyahou dénonce une récompense de la terreur. Nous condamnons fermement la décision du président Macron de reconnaître un État palestinien à côté de Tel Aviv, à la suite du massacre du 7 octobre. Une telle décision récompense le terrorisme et risque de créer un autre mandataire iranien, tout comme Gaza l'est devenu. Le vice-président palestinien, lui, au contraire, salue l'annonce d'Emmanuel Macron. Au total, plus d'une centaine de pays reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Les derniers en date, la Slovénie, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande, ont sauté le pas en 2024, s'attirant à chaque fois les foudres d'Israël. En France, les réactions sont... Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite l'émission Data présentée par Jean-Claude Fenjamalal. Au revoir et à demain pour de nouvelles éditions.